On est en live Sac Passé en collaboration avec le Mois de l'Histoire des Noirs pour le 5e épisode en fait de Sac Passé. Je rappelle essentiellement le concept de Sac Passé, des conversations qui sont en mode podcast, qui visent à explorer qu'est-ce qui se passe, c'est l'expression qui est en créole. Et Sac Passé, c'est un concept qui est essentiellement précis et flou en même temps, parce que bon, on peut répondre de cette question-là de différentes manières, de manière à parler de qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la société, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la vie en général. Ça passé pour moi, je prends la peine de parler un peu de qu'est-ce qui se passe, puis qui est présent pour moi, c'est beaucoup les réflexions concernant certains crimes qui ont été commis dans les derniers jours, certaines enjeux, certaines problématiques policières aussi qui sont présentes pour moi. Je réfère bien sûr à ce qui s'est passé du côté de Mamadi Camara, qui est qui est vraiment une injustice profonde selon moi. L'individu qui a été arrêté injustement et détenu pendant 6 jours. Et on a eu la malheureuse nouvelle du décès de la jeune fille, la jeune adolescente Myriam Boudaoui, qui est une jeune fille qui est morte à Saint-Léonard, tuée par balle. Alors j'ai une pensée pour elle, j'ai une pensée pour ses proches, donc je tiens à souhaiter en fait mes condoléances à ses proches. Et je parle de ces deux incidents-là parce que dans la conversation, dans l'espace médiatique sur les deux sujets, je trouve qu'on malheureusement on omet de parler des environnements dans lesquels les individus vivent. Et on en vient à avoir des conversations qui, selon moi, honorent pas pleinement l'aspect systémique de qu'est-ce qui produit des situations comme celle-là. J'élaborerai pas plus longtemps parce que ça m'habite, mais je voulais le partager comme étant quelque chose qui est vraiment présent pour moi, auquel j'ai réfléchi beaucoup cette semaine. L'invité d'aujourd'hui, Rito Joseph. Rito, qui est un amoureux d'histoire, un conférencier, un guide touristique et le fondateur de Black Montreal Experience. Je suis content de t'avoir parmi nous. Merci d'être ici. Merci de me recevoir, merci. En fait, tout le plaisir est pour moi. Rito, je parlais de l'œuvre qui est ici. Et je le fais au début de chaque épisode. Je vais la prendre, en fait. C'est pas une peinture, c'est une photo de la fresque qui était sur Sainte-Catherine cet été, la vie des Noirs-Contres, une peinture qui a été le résultat de projet monté par la Fondation Dynastie, qui organise le gala Dynastie, qui met en place, qui valorise l'excellence au sein des communautés noires, et qui a été réalisé par Never Was Average. Donc, chaque épisode, je tiens à valoriser ou mettre en scène des personnes, des artisans qui contribuent à la scène montréalaise, la scène québécoise, la scène canadienne. Puis aujourd'hui, c'était un salut à la Fondation Dynastie et à Never Was Average. Shout out. Shout out à la Fondation Dynastie. Shout out Never Was Average. Harry, Anna, ils font du gros travail. Ils sont sur le terrain. Tout à fait. Big up. En ce qui te concerne, écoute, dans les derniers mois, tu as gagné beaucoup en popularité dans l'espace public. Ton travail est de plus en plus connu. Il y a peut-être des personnes qui nous connaissent, qui te connaissent, ou d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Donc, c'est une occasion peut-être de pouvoir te découvrir. Mais je tiens à mentionner que c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir ici parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, du temps de notre enfance et adolescence. Donc, tout à fait. Je trouve c'est très précieux pour moi de t'avoir avec nous. Merci de me recevoir. Merci. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Sac passé? Bon, qu'on est réglé, on a boulé petit. On va, ça a fait. Sac passé, on est là. Je veux dire, on est content d'être en vie puis en santé. C'est ça, je suis content d'avoir la chance d'avoir ma famille, mes parents, frères et sœurs, neveux, nièces, mes proches, c'est ça. Je suis content d'avoir la chance de faire ce que je fais. Donc, ça passé en pile bagaille. Mais je sais pas par où commencer, quoi. Ben, si tu veux, on peut commencer par parler de ce que tu fais.
OK. à la base. Mhm. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, comme on dit en pile bagaille. Bagaille. Ça veut dire beaucoup de choses. Bien bagaille. Puis il y en a des choses. Mais il y en a qui te connaissent pas, puis on peut parler essentiellement de ton travail, en fait. Mhm. T'es reconnu de plus en plus pour ton projet Tourist in My City, qui sont essentiellement des visites guidées à Montréal. Et je me demande pourquoi est-ce que tu as mis sur pied ce projet-là? C'est un projet, en fait, que j'ai mis sur pied, voilà, quelques années de ça. C'était une façon à moi, en fait, parce que je le faisais, en fait, pour les gens qui venaient de l'extérieur, mais c'était une façon à moi aussi d'être en contact, en fait, avec les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les gens de la diaspora qui viennent ici, pour eux de comprendre que on est une communauté ici, on reçoit pas beaucoup, je veux pas dire d'attention, mais on n'est pas nécessairement en contact avec beaucoup de diaspora, ou si on l'est, c'est pas nécessairement sur des plans, je sais pas, je veux pas généraliser, je veux pas dire on n'est pas concrètement sur des plans d'avancement, mais je pense que c'était important de renouer historiquement avec différentes personnes ou différents aspects de la diaspora. Puis quand tu parles de diaspora en ce moment, tu parles de l'ensemble des communautés afro-descendantes. Entre autres, ouais. Entre autres, parce que puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu inclus dans la diaspora à laquelle tu réfères, en fait. Je parle de la diaspora africaine, afro-descendante, historique, c'est-à-dire la diaspora historique, c'est ceux qui ont été déportés, on va dire comme les gens comme nous, descendants des Haïtiens ou de la Caraïbe, un petit peu partout des Amériques, de l'Europe, mais aussi de la diaspora continentale, qui justement, avec ce détachement historique, gagne aussi à connaître cette partie de leur histoire, peut-être qui ne leur est pas enseignée, mais qui est directement liée à eux d'une façon ou d'une autre. C'est drôle parce que ton projet, ce que je trouve cool, c'est que ça s'appelle Tourist in My City. Mm-hmm. C'est sûr que dans le contexte de la pandémie, il y avait de moins en moins de touristes. Mm-hmm. Mais quand tu parles, moi, je sais pas si ça a été réfléchi comme ça, mais j'entends la notion du fait qu'on est finalement comme membre d'une diaspora, on est touriste, on est dans notre propre ville. Donc, je me questionne sur pourquoi finalement tu l'as appelé Tourist in My City, ce projet-là. Mais parce qu'on connaît pas la ville. Je veux dire, on connaît les artères, on sait où, on connaît les restos, on connaît les spots, les ambiances, les chillings, mais on connaît pas l'historicité même de la ville. Et quand je dis je veux pas généraliser, mais en général, c'est pas quelque chose comme rarement tu vas ouvrir la télé puis on va commencer à t'expliquer un peu la géopolitique de Montréal ou le contexte socio-culturel ou qu'est-ce qui sépare les quartiers, les gens, les classes sociales. Donc, je pense que ça fait de nous des touristes dans notre ville parce que tout est à découvrir. Puis moi, c'est ce que je trouve fascinant parce que j'ai fait une des tours, une des visites et effectivement, je redécouvrais la ville à travers ton travail. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Je suis en rien. Tes visites ont lieu dans le Vieux-Montréal. Entre autres. Et la Petite-Bourgogne. Entre autres. Et que tu dis entre autres parce que ça couvre quel autre quartier? Il y a des quartiers, en fait, que j'ai pas présenté, mais que j'ai des visites pour. Je veux dire, il y a le centre-ville, il y a la Chine, il y a Verdun, il y a d'autres coins, ouais. Et pourquoi? Avec l'historicité, ouais. Puis tu vois, puis tu m'aideras à naviguer là-dedans, mais moi, quand j'ai vu les visites qui étaient celles qui étaient le plus présentées, j'ai senti que celle qui était le plus affichée était le Vieux-Montréal et la Petite-Bourgogne. C'est les deux seuls que j'ai affichés. Que tu as affichés. Ouais, l'année passée. Et pourquoi ces deux-là en particulier que tu as affichés? Je commence par le début. Comme le Vieux-Montréal, c'est dans le contexte colonial, le contexte occidental, c'est de là que la ville de Montréal prend son essor. Donc, c'est sûr que si on part de la genèse, nous aussi, on parle de la genèse, donc les premiers colons, la première présence, puis je dis ça, c'est pas pour minimiser la présence autochtone qui est sur l'île de Tiohtià:ke depuis des millénaires, depuis des centenaires, des millénaires. Mais je spécifie que dans un contexte colonial, où est-ce que la présence des Noirs est sur l'île de Montréal depuis 300 quelques années, et je pense que ça, c'est pas nécessairement à minimiser, parce qu'il y a un cycle qui se répète, puis si on n'apprend pas ou on n'essaie pas de comprendre ce cycle, on finit par le répéter, et c'est ça, on est dans un tourbillon infernal. Puis t'as le Vieux, où il y a une forme de jeunesse dont tu parles. Pas très loin, t'as la Petite-Bourgogne, qui nous rapproche aussi d'une historique, par exemple, avec le jazz, entre autres, ou l'aspect culturel. C'est une autre forme de genèse, mais c'est plus, je te dirais, la Petite-Bourgogne, c'est la naissance de la communauté noire moderne de Montréal. Donc, la fin du 19e siècle.
Et il y a des gens qui nous écoutent, puis qui partent d'un point de départ, qui font comme, OK, de quoi il parle, le gars? Parce que il s'imagine peut-être que la présence des communautés noires date des années 60 ou 70. Puis t'es en train probablement de déconstruire cette idée-là pour plusieurs personnes qui ne le savent pas. Si t'étais pour faire sans donner un cours 101, un cours complet, mais si t'étais pour en faire, en quelques statements, parler de la présence noire, justement, depuis les 300 ans dont tu parles, qu'est-ce que tu aurais à dire? Je pense que comment je pourrais dire ça, c'est un déshonneur qu'on fait aux gens quand on les met pas au courant de cette histoire, parce que c'est là que je pense que le problème survient, qu'on essaie d'avoir des conversations sérieuses, c'est-à-dire qu'il y a certaines informations à cause qu'elles sont pas données à tout le monde, ou je t'ai donné à cause qu'on n'a pas accès. Bon, à cause qu'on nous l'apprend pas à l'école, dans le cursus scolaire ici, ça fait en sorte que ces conversations plus tard dans la vie c'est difficile de les entamer. Moi, personnellement, je pense que les gens doivent juste, comme on dit en anglais, là, le mot, pas comme on dit en anglais, les teachable. Souvent, les people have to be teachable. Parce que, en ce moment, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et qu'est-ce que tu veux dire par ça? En ce moment, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ben, si ces petites informations, ça ébranle les gens, ils ont pas idée de ce qu'ils savent pas encore qui peut les ébranler, là. Fait que, commençons par quelques informations. Commençons par quelques informations. Quand tu fais tes tours, par exemple, dans Vieux-Montréal, avec les tours que tu offres, quel fait que tu dévoiles qui surprend le plus les personnes? Ben, bon, c'est sûr que, bon, je peux pas dévoiler la visite ici. Mais un sneak peek, s'il te plaît, juste un sneak peek. Par contre, je sais que, ben, moi, j'aime beaucoup le fait d'aller sur les sites où certains événements se sont passés, ou certaines actions, tu sais, ont eu lieu, ou tu sais, j'aime ça revisiter un peu quelques parties d'histoire, puis en même temps de montrer aux gens comme quoi que ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des mythes, c'est l'histoire véridique. Tu sais, on te dit que Charlemagne, il y a eu des esclaves, puis voici où est-ce que Charlemagne habitait. Je veux dire, c'est ça, les esclaves étaient là avec lui, que ce soit des esclaves autochtones, des esclaves noirs, c'était chez Charlemagne avec lui, mais quand on parle de Charlemagne, exemple, on va pas parler de ces esclaves. Puis tu me permets, parce que je vais quand même, sans dévoiler l'ensemble de ton tour, je vais en prendre un exemple qui m'a frappé. Il y en a eu plusieurs exemples m'ont frappé, mais il y en a un que je pourrais nommer pour donner une idée de qu'est-ce qui peut frapper l'imaginaire. Dans le débat sur le blackface au Québec, la croyance mainstream, c'est qu'il n'y a pas eu de pratique de blackface. Alors que, quand on suit ton tour, on comprend très bien qu'il y avait des lieux où le blackface se pratiquait dans les années 1800. Et ça, c'est pas raconté du tout. Non, mais maintenant, c'est à savoir justement pourquoi c'est pas raconté. Tout à fait. Pourquoi on pense que le blackface est un phénomène récent ou nouveau ou extérieur. Tu comprends? C'est toutes ces choses-là quand je dis pourquoi en fait, d'où vient le fait de penser que ce type de pratiques c'est des pratiques qui sont externes, ou c'est des pratiques qui viennent d'ailleurs. Je veux dire, c'est qui met ça dans l'imaginaire des gens que c'est les autres, c'est pas nous, quoi. Puis comment tu t'expliques ce phénomène-là où il y a des éléments qui sont justement pas dévoilés? Ben, on essaie de garder les gens dans l'ombre. Moi, c'est la seule explication possible que j'ai, c'est que en ce moment, surtout avec le fait l'internet, la technologie, tu sais, qu'on prend tout ça, les livres, les PDF, les archives, on peut prendre tout un amalgame de toutes ces choses. C'est la course à l'information. Donc, maintenant, si on est dans une société où est-ce que c'est la course à l'information, puis t'as des personnes qui gardent des informations précieuses qui pourraient aider. Puis quand je dis ça, je parle pas nécessairement seulement par rapport la vie académique ici, je veux dire au Québec, mais je parle aussi même dans la communauté. Je veux dire, si on a des informations où on a accès à si on a accès à des informations qui peuvent changer notre sort ou qui peuvent nous aider à progresser ou à nous élever, puis on n'en fait pas part à la collectivité, qu'est-ce que ça en dit de nous, quoi? Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ça me fait... En fait, ce que je comprends de ton travail avec ce que tu nommes,
moi, je le conçois comme un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire qui invite à la responsabilisation des gens de manière à comprendre les phénomènes qui se produisent aujourd'hui par moment. Et c'est ce que je comprends de ton travail. Entre autres. Puis quelle autre facette que tu ajouterais? Oh, il y a multiples facettes. Je veux dire, bon, à la base, je veux dire, oui, c'est clair et net que l'histoire nous aide à comprendre le présent, ça nous aide à peut-être à avoir un impact sur le futur, mais au-delà de ça, je veux dire, il faut aussi comprendre que on doit se prendre en main, puis ce genre de choses-là, je veux dire, si on attend les instances en place qui n'ont pas, c'est pas leur priorité, si on attend les institutions ou les personnes qui gouvernent, si on attend ces personnes-là pour prendre une action, je veux dire, on risque d'attendre longtemps aussi. Donc, en même temps aussi, il faut avoir une forme de pragmatisme. Puis à travers ça, quand tu parles de pragmatisme, c'est de dire, c'est un peu ce que tu sembles avoir fait, c'est de dire, ben moi, voici qu'est-ce que je vois, voici qu'est-ce que je comprends de ma réalité et la réalité qui m'entoure, puis voici qu'est-ce que je vais mettre en place pour pas attendre que d'autres le fassent à ma place. Entre autres, encore une fois, entre autres, parce que oui, c'est vrai que c'est exactement ça, mais au-delà de ça aussi, c'est le fait que on se le doit à nous-mêmes. Je veux dire, avant d'attendre ça des autres, on se le doit à nous-mêmes. Et ce qui fait peut-être le lien avec parce que là on a parlé de un tour, le tour Tourist in My City, et de ce que je comprends de ton projet d'entreprise, ça inclut d'autres initiatives. L'une d'entre elles étant le Afro Diaspora Tour. On a parlé de la diaspora un peu plus tôt. Et dans les informations que tu rends publiques, tu réfères à la richesse de l'Afrique précoloniale. Pourquoi est-ce que tu insistes sur cette richesse-là? Parce que c'est une partie de notre vie qui a duré plus longtemps que celle qu'on vit actuellement. Et je veux pas non plus, ça c'est très 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 important, je dis ça aux personnes qui nous écoutent, je veux pas que les gens prennent pour acquis que l'histoire des Noirs ou bon, les peuples africains, afrodescendants, Kémètes, peu importe comment tu nous appelles, je veux pas que les gens pensent ou se permettent de croire que notre histoire commence avec l'esclavage. Et ça c'est important parce que nous sommes les premiers êtres sur Terre. Tu vois? Donc je pense que c'est ça, de nous vient la science, je veux dire, tu sais, les premières universités au monde, ils viennent de Tombouctou, tu comprends ce que je veux dire? Donc, la richesse de l'Afrique précoloniale, c'est ce qui nourrit encore le monde. Et ça, je pense que c'est très, très, très important parce que c'est une partie de notre histoire qu'on nous pousse, on nous force à effacer. C'est comme si t'étais investi d'une mission de connaissance pour... Moi, c'est ce que je perçois, tu sais. T'as l'air d'être investi d'une mission, puis elle a l'air évidente pour toi, cette mission-là. Puis je suis curieux que tu la rendes explicite, tu sais. C'est comme, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton feu qui t'anime? Ben, il faut que je reconnecte avec mes ancêtres. Il faut que je reconnecte. Je veux dire, c'est moi, en ce moment, dans ma vie actuellement... Ben, pour chaque personne, mais dans ma vie actuellement, c'est moi le pont entre le passé et le futur. Donc le passé, mon futur, c'est moi le présent, donc c'est moi le lien direct. Donc si je fais pas un effort de reconnecter ces deux-là ensemble, ça va s'arrêter quelque part. Il y a une... ça me fait penser... Ce que tu dis là me fait penser à une... à comment on soutient la cohérence. J'étudie beaucoup ces questions-là. On parle beaucoup de ça. C'est que finalement, en fait, pour soutenir la cohérence dans un contexte donné, c'est d'être dans le présent, en tension avec qu'est-ce qui est notre narratif, puis où est-ce qu'on s'en va, puis les métaphores qu'on se raconte. Fait que finalement, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que t'es présent dans le milieu, en train de te dire, oublions pas le passé pour regarder vers le futur, parce que sinon, il n'y a pas de cohérence. Ben, je te dirais que je suis présent. Peut-être ça, encore une fois, je vais dire, je sais pas qu'est-ce que les gens vont penser, mais je vais le dire directement. Je suis présent dans le présent, je suis présent dans le passé et je suis présent dans le futur. C'est ça la vraie réalité, tu vois, c'est ça, et c'est ça le vrai contexte. Est-ce que quand j'entends ça, je me demande si tu tires ça, en fait, je me demande d'où tu tires ça, parce que quand je te dis ça, je fais comme high five,
Et en même temps, je me demande si c'est des références à des notions spirituelles qui parlent de l'horizon de temps qui est un construit finalement, puis on est toujours dans le présent, dans le passé, puis dans le futur en même temps. Entre autres, moi j'ai été en Afrique, j'ai fait mon Sankofa. Sankofa, c'est lorsque tu fais ton retour, je veux dire, vers tu vas dans le passé pour ramener le passé vers le futur, donc au présent pour justement ramener tout ça dans un futur. C'est clair et net que le temps n'est pas linéaire comme on nous l'a montré toute notre vie. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, si c'était linéaire, on aurait tous le même âge, on vivrait tous au même moment. Donc, je veux dire, même là encore, on n'est pas dans une boucle qui commence puis qui finit. Donc, de là à rendre ça linéaire, je trouve ça, c'est un petit peu injuste pour nous. Par contre, je pense que, comme exemple, on partage l'espace actuel, on le partage avec beaucoup d'esprit, on se comprend, et la vie est pas juste physique, tu comprends? Je veux pas nécessairement rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est pour ça que je pense que c'est important. C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées, exemple, à un endroit où est-ce que, si t'es pas conscient, mais il y a une énergie qui se propage à cet endroit. C'est pas nécessairement négatif ou positif, mais juste d'être bon, je vais pas dire être en symbiose avec cette énergie, mais juste d'avoir une forme de compréhension, de recevoir les signaux, puis d'être en contact, puis de... Moi, je pense que tout ça, c'est important parce que toutes les choses que je dis, peut-être que je m'y prends pas bien pour exprimer tout ça, mais c'est toutes ces choses-là qui nous ont été dérobées. Mais t'es en train de drop du gros knowledge, by the way. Parce que j'aimerais croire que l'endroit ici est bienvenu pour qu'on parle de ces choses-là. Puis moi, ça me parle de dire qu'on n'est pas des êtres séparés, hein. We're all one. Et Impost, au premier épisode, il était ici, puis ce qu'il a dit, on n'est pas nos corps, on est de l'énergie. Donc, quand tu dis ça, j'entends Impost qui parle aussi. Shout out Impost. Fait que finalement, moi, je fais comme je t'entends, puis je suis heureux d'entendre cet élément-là qui justement, c'est une remise en question de la conception de l'espace-temps, finalement, puis la conception de l'importance de l'humain dans toute l'universalité qui nous entoure, tu sais. Ouais, mais aussi, au-delà de ça aussi, je te dirais même notre continuité en termes de, tu sais, l'épigénétique, tu vois, le bagage qu'on a dans notre ADN et tout. Je veux dire, je sais pas si tu connais tes arrière-grands-parents. Non. Moi non plus, je connais pas mes arrière-grands-parents, tu vois, mais ils sont en dedans de moi, ils sont à l'intérieur de moi, comme les tiens sont à l'intérieur de toi. Et sans les connaître, tu vis avec eux à chaque jour. Ben oui, sinon tu serais pas là. Ce qui est une évidence, en fait. 100%. Une évidence inévitable, en fait. J'ai hâte de réécouter l'épisode pour réentendre ce que tu dis puis le réapproprier parce que c'est vraiment du gros knowledge. Puis, tu vois, une chose qui, je crois, est en lien avec ce que tu nommes, je réfléchis beaucoup à la question, une expression qui dit « always already hidden in plain sight ». Et ce qui signifie que tout est caché devant nos yeux, finalement. Et j'ai l'intuition que c'est ça que tu appliques dans le travail que tu fais. Est-ce que tu... comment est-ce que ce concept-là, en fait, s'applique à ton travail? Ben, moi, les recherches ou les activités que je fais, tu sais, par rapport à l'histoire, comme, tu sais, je suis beaucoup dans la démarche historique, je veux dire, ces personnages-là ou ces personnes-là, je veux dire, je les découvre par rapport à le fait qu'ils ont existé, des actions qu'ils ont posées, donc ça me permet de les côtoyer. Yeah, ça me permet de les côtoyer. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, on est à Montréal. Je veux dire, oui, peut-être que les choses sont pas nécessairement comme il y a 300 ans, mais je te dirais que hiérarchiquement parlant, dans la hiérarchie de la société d'aujourd'hui, on n'est pas tant différent de Marie-Joseph Angélique par rapport à ce qu'elle représente et ce que nous on représente. Marie-Joseph Angélique, c'est qui? C'est une dame noire, en fait, qui s'est fait accuser d'avoir mis le feu à Montréal en 1734. Ouais. Ben, en fait, on dit qu'elle a été accusée. Bon, il y en a qui disent il y a des sources qui disent comme quoi qu'elle a mis le feu. Si ça serait le cas, je veux dire, moi, je suis pas contre ça. Mais c'est juste pour dire comme quoi que les années passent, les années passent, mais les choses changent pas beaucoup. C'est fou parce que
ça fait comme 15 minutes qu'on parle, puis il y a tellement de choses qui ont été dites, là, mon cerveau, il va dans 1 million de directions, fait que puis à chaque fois, je réalise, mais merci pour ça. De rien. Mais moi, j'ai une question. Ok, oui, vas-y. Je vais poser ma question. Vas-y. Puis retiens la tienne. Vas-y. Parce que tu me parles de Marie-Joseph Angélique. Puis je parlais de l'expression always already hidden in plain sight. Mm-hmm. Sans dévoiler trop ta visite guidée. Pour moi, c'est un exemple de phénomène qui est très présent dans le vieux, par exemple, et qu'on devrait savoir, mais qui est caché, mais qui est évident en même temps. Puis c'est ça que je trouve absolument incroyable et qui fait probablement le lien avec ce que tu disais plus tôt par rapport à des choses qui sont évidentes, mais qui ne nous sont pas dévoilées, même si elles sont évidentes. Mais pourquoi, en fait, ce que je me demande, c'est pourquoi, en fait, d'après toi, pourquoi on nous cache ces choses-là? Est-ce que c'est la question que tu voulais me poser? Entre autres. D'après toi, okay. Pourquoi on nous cache ces choses-là? Je veux dire... Ben moi, j'aurais tendance à dire que c'est j'aurais tendance à dire que les rapports de pouvoir les rapports de pouvoir modernes mm-hmm. sont essentiellement ce qui contribue à cacher certaines choses. Parce que certains rapports de pouvoir ont été créés d'une manière à servir des intérêts qui sont pas ni positifs ni négatifs nécessairement. C'est qu'à un moment donné, il y a des choix qui ont été faits pour en arriver à certains fonctionnements de société. Mais il y a des avantages que des individus et des groupes et des organisations ont gagnés, en fait, sur la base de cette organisation-là, la société. Et si on dévoile certaines informations, si on permet certaines paroles de se libérer, si on permet certains pouvoirs, une certaine équité, ça remet en question certains pouvoirs établis. Et ça, je pense que c'est un inconfort que certaines personnes ne sont pas prêtes à vivre. Donc, ce serait ma manière de comprendre pourquoi il y a des choses qui nous sont encore cachées. Ouais, ok. Non, c'est bien, parce qu'en plus, t'as dit, je pense que t'as dit, moderne, la société moderne, exactement, c'est vraiment dans le modernisme. Ouais, donc, mais c'est ça que je pense que moi je trouve intéressant, c'est que comment ça se fait que la société moderne, comme quand on pense à moderne, on pense de quelque chose, je sais pas, moi, qui progresse ou qui est en avancement, je veux dire, plus on pense à se moderniser, qu'on entend ces genres de mots-là, mais comment ça se fait que la société moderne reste attachée à des vestiges coloniaux? Ouais, ben tu vois. Ouais, puis je rajouterais par rapport à cet élément-là une réflexion que j'ai à ce sujet-là, c'est quand on réfère à j'ai étudié beaucoup les notions de pensée systémique. Je pense que dans le dernier épisode, j'en parlais. C'est qu'un système naturel va détruire certaines choses pour laisser vivre d'autres choses. Donc, par exemple, tu vas avoir, puis là, je vais te donner un lecture, mais tu vas avoir, par exemple, une forêt où il va y avoir des arbres qui vont mourir ou même des feux de forêt qui vont permettre à l'écosystème d'émerger. Donc, il y a un cycle naturel. Le problème des systèmes humains, la conscience humaine a fait en sorte que certaines personnes ont pensé qu'ils dominaient et qu'ils pouvaient dominer et tout contrôler de manière matérielle. Donc, le modernisme, c'est un peu ça. C'est finalement des gens qui croient qui ne respectent pas certains cycles naturels et qui protègent certaines choses et qui fait ce qu'on appelle un overshoot, c'est-à-dire que plutôt que de laisser aller puis de laisser le cycle naturel se vivre, ce qu'ils en arrivent à faire, en fait, c'est de toujours préserver. Et là, c'est du parasitisme, finalement, parce que le cycle naturel, il fonctionne plus. Donc, toute la destruction de l'environnement, toute la destruction de certains peuples, il tient du fait que des parasites humains continuent à préserver quelque chose pour se protéger et ça coûterait trop cher pour eux autres, selon leur construction du monde, de déconstruire. Et donc, c'est comme une prison, en fait. C'est une prison dans laquelle les gens sont pris et on est rendu à une étape où il nous reste 10 ans, en fait, pour que la planète, la vie organisée humaine sur Terre change de manière de fonctionner parce que sinon, ça va crash. Ça va crash. Donc, les gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire, c'est ça, c'est eux qui coupent les arbres, dans le fond. Et oui, et je pense que ce que tu as dit dans la responsabilité individuelle de nous-mêmes vouloir couper des arbres, c'est important. Donc, c'est pour ça que j'apprécie ta responsabilité personnelle. Et en même temps, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important que, oui, nos gouvernements, ils ont un impact. Et oui, il faudrait qu'ils soient capables de couper des arbres une fois de temps en temps. Mais l'affaire que moi, je me demande, c'est que, exemple, ces gouvernements-là, on va dire,
Bon, admettons, ils sont attachés à des vestiges coloniaux et tout, ils coupent des arbres, mais qu'en est-il du futur? Parce qu'on travaille beaucoup dans le présent, je trouve. Et je trouve même que ce que je pense que moi, je trouve qui est un déshonneur, c'est le fait de s'attacher à des vestiges qui empêchent la progression et qui empêchent d'avoir une conversation qui emmène dans le futur. Donc là, maintenant, ça stagne au présent. Comme ça stagne au présent, on pense même pas à demain. Et je pense qu'en ce moment, on est un petit peu dans ce genre de paradigme. 100%. Ça, donc, est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut trust ces genres d'entités-là? Je veux dire, est-ce qu'on peut faire confiance à des entités comme ça? Est-ce que tu me poses la question? Ben, en général, entre autres, comme tu crois, en échange, je me demande, en fait, ben, ce que t'en penses ou... Je pense que la démocratie, pour ce qu'elle est, parce que la démocratie n'est pas parfaite, est en péril. Et la démocratie qui honore les vies humaines et les êtres en général sont en péril. Même au Québec. C'est-à-dire, on n'est pas exclu de ça. Et je pense qu'on est à une croisée des chemins où l'idée est pas l'idée est de trouver la manière de contester les incohérences de manière à rétablir un équilibre. Et j'ai pas la réponse de comment. Non, ça c'était clair et net qu'un individu peut pas avoir la réponse. Non, moi non plus, j'ai pas la réponse. Mais je me questionne beaucoup, en fait, même de savoir l'équilibre qu'on veut rétablir. C'est-à-dire, comment on va rétablir l'équilibre quand le dialogue est juste impossible? C'est une bonne question. Je me questionne beaucoup, en fait, moi, sur ce que je vois actuellement, sur je me questionne beaucoup. Je veux dire, en fait, j'essaye de voir où est-ce qu'il y aura un dialogue parce que on veut pas informer la population. On met beaucoup de barrières à la population, des obstacles. Puis après ça, nous-mêmes, on doit se créer avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est. On doit se forger une carapace. On doit devenir quelqu'un dans cette société-là et avoir la certitude qu'on va se créer un futur, puis on va avoir des futures générations, mais le présent est tellement difficile que d'envisager un futur dans ce type de société-là, c'est difficile. Ouais. Il y a une penseuse française que j'avais entendue récemment qui disait que dans le contexte où il y a des crises qui se multiplient, les pouvoirs autoritaires vont être en crise de confiance par rapport aux populations. Et ce qu'elles vont faire dans ce contexte-là, c'est qu'elles vont... ces pouvoirs-là, vu qu'ils ne font pas confiance à l'intelligence des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils resserrent le contrôle et ils deviennent de plus en plus autoritaires. Donc, le problème, c'est que des crises comme la pandémie, il va en avoir de plus en plus. Et plus ça va arriver, plus ils vont vouloir resserrer puis maintenir le pouvoir. Mm-hmm. Et ce qu'elle suggère dans ces contextes-là, c'est que les individus continuent à développer leur réflexion critique, continuent à se regrouper à petite et grande échelle pour se parler des choses qui les interpellent et élaborent ensemble des solutions. Donc, je pense pas qu'il y ait de solutions prédéterminées, mais ma croyance, c'est que ce que tu fais, ce qu'on fait ensemble ici, fait en sorte qu'il y a des gens pas des gens, ensemble, on se crée un sens qui nous permet de résister à des situations qui sont oppressantes. Donc, c'est là où j'en suis dans ma réflexion pour l'instant, de créer ces espaces-là où on est capable de faire du sens et résister dans le meaning qu'on fait. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, j'en suis convaincu, qui sont alimentés de réflexions qui vont les responsabiliser un peu plus au quotidien. C'est bien. Je cogne sur du bois. C'est bien. Non, je veux dire, c'est bien. Non, mais parce que moi, je dis ça parce que, je veux dire, c'est pour ça qu'encore une fois, je pense que c'est important des fois d'aller revisiter un peu l'histoire. Je veux dire, est-ce qu'on est conscient, tout à l'heure, t'as dit quelque chose de très intéressant par rapport à le fait de resserrer le pouvoir puis être autoritaire. Mais ici, on sait que c'est des vestiges qui découlent directement de la domination cléricale. Je veux dire, on sait que ça vient directement du clergé. Mais tu m'as déjà demandé d'ailleurs si on était collectivement prêt à remettre le clergé en question. Est-ce que les gens auraient le courage de remettre le clergé en question? Pas nécessairement pour faire une révolution, une rébellion, non, mais juste de faire une introspective, voir un peu, ok, qu'est-ce qui nous a fait, comment ça nous a fait, comment ça affecte nos rapports avec les autres personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, je sens que il y a beaucoup de tout le monde a une cause et tout, mais la vraie cause, c'est de déconstruire ce qu'on voit sur la surface, tu comprends? Pour que les gens qui nous écoutent puissent te suivre,
je crois que ce serait utile que tu expliques un peu pourquoi tu parles du clergé dans l'idée de la déconstruction dans un contexte québécois. Je pense qu'on parle beaucoup de comment la religion a été reléguée dans les années 1900, durant les années 1900. Mais ce que tu dis, je crois que pour qu'on le comprenne pleinement dans son importance et sa profondeur, ça vaudrait la peine que tu nous donnes un mini lecture sur le lien que tu fais avec le clergé. Bon, quelques lignes, pas beaucoup, Yeah. pas beaucoup. En fait, c'est ça, le Québec, je veux dire, c'est l'ancienne Nouvelle-France, je veux dire, c'est le franco-catholicisme, la fleur de lys, oui, même après la conquête britannique, je veux dire, le peuple canadien français a subsisté, ils étaient quand même, tu sais, ils appartenaient au clergé d'une façon ou d'une autre. Mais les quartiers que tu vois à Montréal, la plupart de ces quartiers, c'est des anciennes seigneuries, d'où la raison pourquoi il y a toujours une paroisse dans les quartiers, puis ces paroisses sont finies par être des centres communautaires. Je dis ça parce que, tu sais, exemple, ici en ce moment, il y a un gouvernement en place qu'ils essaient de mimiquer l'Union nationale. L'Union nationale, c'était Tout à fait. le parti de Maurice Duplessis. Duplessis. Bon, Duplessis, les gens l'appellent, ils parlent de son régime ou son La régime. grande noirceur. La grande noirceur, ben, je sais pas, c'est un terme que j'aime pas trop. Mm-hmm. J'aime pas trop parce que je sais pas si les gens savent, mais le fait qu'on appelle son mandat ou sa gouvernance, ça s'appelle la grande noirceur parce que lui, il appelait le roi nègre. J'étais pas au courant de ça. Ouais, il appelait le roi, ouais, Maurice Duplessis, il appelait le roi nègre. Tu vois, donc il appelait le roi nègre parce qu'il disait comme quoi que Maurice Duplessis gérait le Québec comme les colons, ils gèrent les colonies en Afrique. Toi, j'étais pas au courant de ça. Tu vois, je vais m'arrêter là maintenant. S'il y a des gens que c'est ça, s'il y a des gens qui ça les dérange, ça c'est leurs feelings. Je pense que c'est mieux d'aller maintenant vers ces pistes-là, d'aller observer ces pistes-là, ensuite d'avoir des émotions. Mais avant d'avoir des émotions, il faut prendre le temps de comprendre un peu les contextes. Maintenant, quand tu fais un fast-forward dans le futur, tu vois qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tu vois qu'on n'a pas nécessairement beaucoup avancé. Je veux dire, il n'y a pas non plus il n'y a pas une symbiose entre la gouvernance et le monde ici. Je veux dire, je suis pas un politicien, je suis pas en politique, mais je vois pas de symbiose, je vois pas vraiment une chimie qui est établie. Je vois juste un rapport de force autoritaire. Tu as devant toi quelqu'un qui ne sera certainement pas en désaccord. Bon, tu vois, fait que c'est ça que je vois en fait. Et quand je dis ça, je parle pas nécessairement propre à un parti, je parle en général par rapport à la gouvernance. Mais par contre, je suis plus là pour, je te dirais, parler aussi de la communauté noire, comme on est le mois de l'histoire des Noirs. En plus, c'est toi le porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. Ben, entre autres, par rapport à ce que je fais. Écoute, t'as déposé beaucoup de knowledge, puis je pense que pour moi, je fais les liens par rapport à un ensemble de choses. On est allé à différentes places, puis tout était relié. Donc, quand on parle de l'histoire des Noirs, ce que tu viens de faire, pour moi, nous connecte par rapport à le Québec, le monde, la vie. On est allé loin, là. On a parlé de l'espace-temps. Puis tu vois, moi, ce que j'ai apprécié dans ce que tu as fait aussi, j'avais une question à ce sujet-là, c'est que dans notre conversation, tu t'es mis à me questionner. Puis, en fait, je me demande comment tu as développé tes aptitudes comme enseignant, parce que c'est ce que tu fais aussi dans tes tours. Tu crées une tension où les gens, ils t'écoutent, puis là, tu génères des conversations, puis les gens sont obligés de répondre, puis après ça, tu drops ton knowledge, puis là, tu passes à autre chose. Moi, j'ai observé ça, puis j'ai trouvé ça fabuleux comme enseignant. Thanks. Tu l'as fait tantôt, puis on est allé dans plusieurs directions qu'on n'aurait jamais explorées si c'était juste moi qui orientais la conversation. Où est-ce que tu as développé ces attitudes d'enseignant-là? De mon père. Shout out, papi. J'ai développé ça de mon père. Ouais, mon père, il était professeur en Haïti avant d'arriver ici, puis... Il est arrivé dans quelles années environ ici? Mon père est venu ici en 72. Donc, mon père est venu en 72. C'est ça, il est venu en 72. Oui, c'est ça, en 72. Est-ce qu'il a enseigné ici? Non, il a pas enseigné ici. Okay. Ici, il a pas enseigné. Il a pas enseigné. Il a travaillé dans l'industrie du textile, dans le tricot, puis par la suite, bon, il a été chauffeur de taxi, puis ensuite, il a étudié en théologie. Ouais. Donc, puis juste quand tu parles de ton père qui, tu retiens ça de lui, c'est que c'était sa manière d'interagir avec toi? Entre autres, je veux dire, dans le foyer, entre autres, on faisait les leçons avec les frères et sœurs. Mon père, je veux dire, c'est un homme qui nous levait les samedis matins pour faire des dictées, des tables de multiplication et tout le kit, là.
Et je pense qu'il enseignait aussi, il t'enseignait l'histoire d'Haïti aussi. Tout à fait. Tu sais, tout à fait. Mais tu sais, je dis ça, mais ça prend un village, donc c'est sûr que j'ai d'autres influences aussi, tu sais, j'ai des coachs, le basket m'a aidé aussi, le quartier même où j'étais, je trouvais que c'était très chaleureux à l'époque, c'est comme presque dire c'est un village où tout le monde se connaissait. T'as parlé de tes coachs, du basket, qui sont les personnes qui t'ont, dans ce contexte-là, le plus influencé? Dans le contexte, tu parles de basket? Oui, du basketball ou autre, mais... Moi, quand j'ai commencé à jouer au basket, je veux dire, j'étais un enfant, je veux dire, on était des petits culs, là, dans le quartier, puis il y avait des coachs qui habitaient sur notre rue. Là, tu parles du quartier Saint-Michel, Saint-Michel, c'est là où t'as grandi, oui, quartier Saint-Michel, où je suis né, j'ai grandi. Il y avait 2 coachs qui habitaient sur notre rue. Will et Dust, shout out Will et Dust. Puis c'était les amis à Jeff, fait que Jeff avait le programme de basket à Montcalm et tout, Monarque venait de commencer. Puis tu sais, il recrutait des petits jeunes dans le quartier. Puis ça, c'est les années où est-ce que c'est ça, t'es un petit cul, t'es à bicyclette, puis j'aimais déjà le basket, mes frères avaient joué au basket, mon frère a joué à Dunton avant ça, dans les années 90, mon autre frère avait joué à Lujo, mon grand frère de baptême nous amenait des cassettes de basket, de concours de dunk, Dominique Wilkins, Spud Webb, tout ça, fait que j'aimais déjà le basket. Fait que quand j'ai commencé à jouer, les gars sont devenus des grands frères, des mentors pour nous, surtout à une époque cruciale où est-ce que, tu sais, c'était un petit peu, je te dirais, la croisée des chemins. Dans quel sens, ouais? Quand j'ai commencé à jouer au basket, je pense que j'avais peut-être 9, 10, 11 ans, 9 ans, entre 9 et 11. Puis, c'était une époque quand même, on était très stigmatisés dans le quartier, là, par rapport à les personnes qu'on était, par rapport au fait où on venait, où on habitait. Puis quand je dis stigmatisé, à l'intérieur, on le ressentait pas, mais à l'extérieur, tu sais, on se donnait pas nécessairement la chance d'aller à l'extérieur. Donc, le basket nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur même aller dans des coins, des quartiers de la ville qu'on n'aurait jamais espéré, côtoyer du monde qu'on n'aurait pas espéré, aller à des endroits qu'on n'aurait pas espéré. Ouais, je suis très reconnaissant pour ça. Puis d'ailleurs, toi, tu as eu un parcours de basketball qui t'a presque mené à jouer, en fait, à jouer jusqu'au niveau universitaire, si je me trompe pas. Non, j'ai pas joué universitaire, j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué à high school, en fait, après j'ai joué dans l'Ouest canadien, mais j'ai pas joué universitaire. OK, d'accord. Donc quand tu étais dans l'Ouest, c'est pas universitaire, OK, je comprends. Je devais, mais après ça, j'ai eu une blessure à la cheville, puis bon, après ça, il y a aussi eu les notes et tout, puis bon, un amalgame de choses, fait que je suis revenu à Montréal. Quand tu vois des joueurs comme Luguentz Dort qui joue en NBA, Chris Boucher qui joue en NBA, est-ce que tu te dis que tu aurais aimé être à leur place? C'est sûr et certain qu'en tant qu'un jeune homme noir de l'Amérique du Nord qui a grandi dans les années 90-2000, c'est clair et net que j'ai voulu jouer au basket, j'ai voulu aller dans la NBA. Mais moi, je suis content pour eux dans le sens que ils représentent une fierté, ils représentent, je te dirais même, l'orgueil d'une communauté dans le sens où c'est sûr, j'aurais voulu jouer dans la NBA, mais mon temps est passé, fait que moi je suis content pour les prochains, les suivants, tu comprends, je suis content, je suis vraiment content parce que je sais de quel environnement les gars viennent, tu comprends, c'est plus pour ça que je suis content. Je sais de quel environnement les gars viennent, je sais quel genre de mentor les gars ont eu, donc ça y est du travail sérieux qui a été fait pour que les gars se rendent à ce niveau-là. D'ailleurs, parlons de ça, parce que tu as parlé des Monarques, tu as mentionné quelques noms, tu es un historien, on parle souvent de grands phénomènes historiques qui sont dans le mainstream, mais il existe beaucoup d'individus, des organisations qui font un travail important dans nos communautés, dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs, des histoires qui sont parfois méconnues, méritent d'être connues parce qu'elles ont une profondeur significative. J'ai envie de t'entendre un peu plus sur ce que représentent les Monarques de Montréal pour des jeunes, entre autres du quartier Saint-Michel, donc le programme dont tu parlais. Les Monarques, surtout à l'époque, on jouait dans la MBL, qui est la Ligue de basketball de Montréal. Ligue de basketball de Montréal. On jouait dans la MBL, puis ce que ça représentait, en fait, ça nous a permis de nous forger une identité propre à nous,
à l'intérieur de la ville de Montréal, au Québec et au Canada. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le quartier, ok, comme à Saint-Michel, dans les années 90-2000, bon, moi, j'étais un enfant dans les mid-90s, late 90s, début 2000. Après ça, c'est l'adolescence, mais on a toujours eu l'influence de basket. Tu sais, on a un quartier où est-ce qu'il y a eu des gros balleux qui sont venus de là. Tu vois, les frères Oriental sont venus de là, McDaniel René League vient de là. Tu sais, je te nomme des noms, mais il y en a plein d'autres, je pourrais nommer. Ou est-ce que l'influence a fait en sorte qu'on a souvent entendu des noms, on a souvent entendu des situations où est-ce qu'on aurait voulu se retrouver dans ces situations-là. Maintenant, il y a aussi le fait que dans le quartier Saint-Michel à l'époque, les médias, ils voulaient toujours nous dépeindre comme ouais, c'est un coin où il y a des gangs de rue, il y a des gangs, à en plus finir. Or, bon, est-ce qu'il y a du monde qui sont dans le monde interlope? Mais il y en a dans tous les quartiers, des gens dans les gangs, puis du monde qui... Fait que je veux pas commencer, et encore une fois, même le terme gang, commencer à dire qui est dans une gang, qui est pas dans une gang, je trouve ça, c'est même ça, c'est poussé aussi. Parce que moi, j'ai souvent été avec des groupes d'amis, est-ce qu'on a une gang? Pas nécessairement. Par contre, je pense que ce qui a aidé au développement avec les Monarques, c'est que les Monarques nous ont permis de nous émanciper à un moment où est-ce qu'on était très incompris de la société, de nos profs, directeurs. Je veux dire, on était incompris. Puis le basket, c'était un refuge pour nous. C'était là où on pouvait passer... Donc là, il y avait beaucoup d'émotions, on jouait avec beaucoup d'émotions, donc toutes les émotions, tu peux savoir, la passion, la rage, l'amour, la bravoure, toutes ces émotions-là ensemble, tu joues avec du monde, ils vont mourir pour toi sur le terrain, tu vas mourir pour eux, puis donc, c'est sûr et certain que ça nous a permis de développer aussi un caractère, ça nous a permis aussi de devenir du monde, ça nous a permis d'avoir une cause et aussi de pousser pour se rendre à cette cause-là, tu comprends? Parce qu'on jouait, tu sais, one to team, one to Monarch, one to sans pression. Ouais. Tu comprends? Bon, c'est sûr et certain que le Monarch va au-delà du basket parce ils sont quand même actifs dans le quartier à faire autre chose, etc. Mais je pense que dans cet aspect-là, c'était des belles années quand même. C'était au niveau amateur toujours, au niveau amateur local, un petit peu avant toutes les histoires de YouTube. Donc, il y a pas trop de footage, mais les balleux qu'ils ont ball avec ou contre nous, ils savent, tout ce que je dis, ils peuvent corroborer tout ça, là. Ouais, puis je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait partie d'une histoire qui souvent est racontée d'une manière, je trouve, des fois, stéréotypée dans les films. Tout à fait. Puis on comprend pas nécessairement la profondeur de ce que peut représenter un organisme local qui mobilise des jeunes justement qui au service carrément d'une mission. Donc tu vois, t'as dit one to team, one to Monarch, puis j'ai dit one to sans pression. J'ai même pas joué pour les Monarques, mon frère il jouait, mais je m'en souviens, tu vois. Ouais. Donc c'est comme je pense que c'est important de nommer ces choses-là parce que des fois on sous-estime d'ailleurs l'importance des organismes communautaires dans la construction d'une société et c'est ça qui tisse une communauté. C'est pas pour rien qu'on dit d'organismes communautaires. C'est que les individus et les groupes s'épanouissent à travers ces regroupements-là. Donc, d'où l'importance que je trouve d'en parler. Tout à fait. Puis aussi, je pense que, tu sais, en même temps, le basket a fait en sorte que finalement, on allait à plein d'endroits dans la ville. Puis, tu sais, on a commencé à connaître d'autres mondes, d'autres endroits, d'autres façons de faire et tout. Puis, je pense que c'est une ouverture parce que souvent, quand t'es dans une réalité où est-ce que, tu sais, t'es dans une réalité parfois où est-ce qu'il y a des options, peut-être tu sais même pas qui existent pour toi, mais juste le fait que t'es dans une discipline, tu pratiques un sport, tu joues un instrument, t'as une passion dans quelque chose, ça t'ouvre les horizons sur une autre porte, sur d'autres choses encore, mais le basket a comme été un conduit. Tout à fait. Et même que je pense que c'est pertinent de le mentionner. Des fois on dit it goes both ways. Avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as rappelé que Olivier Bouchard, dont j'étais l'entraîneur. Donc, Olivier, en fait, je le connais du primaire. Moi, j'ai fréquenté des écoles privées à l'extérieur du quartier Saint-Michel. J'ai pas grandi dans Saint-Michel, mais j'étais souvent là. Oui, je m'en rappelle. Olivier était dans les collèges privés que j'ai fréquentés. C'est là où j'étais son entraîneur. À Brébeuf. Il était à l'Académie Michel Provost au primaire, à Brébeuf au secondaire. Mais son père, à partir de l'âge primaire, il a grandi à Outremont, lui. Son père tenait à ce qu'il joue au basketball pour les Monarques, pour que son fils comprenne des réalités qu'il ne voyait pas à Outremont. Donc, il y avait toute une réflexion d'un enfant, on parle d'un petit roux. On parle de petit roux qui dit, je sais jouer au basketball et je joue au basketball dans un quartier qui est pas celui où j'ai grandi.
Mais ça c'est des choses qui sont manquantes de nos sociétés, de créer cette mixité-là qui nous permet de nous comprendre. Ouais, il était très bon en plus. Il était excellent. Il était très bon. Olivier venait dans le quartier, il venait aux pratiques, au match. Non, c'était un gros joueur. On a gagné les Jeux du Québec ensemble. On a joué aux Jeux du Québec en 2003. Là, ça fait déjà... You're getting old, my friend, you're getting old. En 2003, old. on a gagné les Jeux du Québec. Ouais, non, shout out à Olivier. On a joué ensemble le Mini, Benjamin, puis par la suite, c'est ça, Mini, Benjamin. Par la suite, après les Jeux du Québec, je pense qu'on rentrait dans la vie cadette, tout ça, puis là, ça a un petit peu split. Il s'est concentré sur Brébeuf, où j'étais son entraîneur. C'est ça. Il y avait déjà tout un programme prêt pour lui aussi, à Brébeuf, tu sais, c'était quand même lui Mais il était à l'école, c'est aussi le lien, il était à l'école, il était impliqué justement à l'école, il était à l'école et dans le même programme sportif, donc c'est un choix qu'il a fini par faire comme athlète. Comme d'autres personnes font différents choix. Non, tout à fait. Lui, il venait dans le quartier. Il y a plusieurs gars, là, qui n'étaient pas du quartier. Tu sais, c'était pas nécessairement, les Monarques, c'était pas une équipe pour le monde de Saint-Michel en soi. Ça a juste donné le fait que ça a pris naissance à Saint-Michel. On a commencé à recruter les petits jeunes qui se trouvaient dans les avenues, dont j'en faisais partie. Mais sinon, non, il y a plein de gros gars qui sont passés, là, tu vois. Il y a Carl Schut qui commente, durant le live, qui dit, Monarques nous ont façonné. Même pour les jeunes hors équipe, forever grateful. Forever, tu comprends, parce que en même temps, en ce moment, c'est quand même ça qui me permet d'avoir la confiance de faire ce que je fais aussi, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Tu comprends? On parle de reconnaissance. Donc, tu l'exprimes. Il y a Carl que je salue. Shout out à Carl. Qui parle de reconnaissance. Mais j'ai un message à te lire qui provient de Jeff Duliepre. Bless. Qui est un des fondateurs des Monarques dont tu as parlé. Il a été mon coach aussi. Exact. Et le message se lit comme suit. De ton entrée de garage à l'âge de 9 ans, en passant par les divers terrains de basketball que tu as foulés, ta force de caractère et ta détermination ont su mener tous ceux qui t'entouraient à se dépasser pour atteindre un but commun tout en restant sans pression. Te voir partager avec un aussi grand auditoire, riche dans sa diversité, l'histoire et la contribution de la communauté noire dans notre société est tout simplement phénoménale. Tu es une inspiration pour moi et une source de grande fierté. Love you, my man, Jeff Duliepre, Monarch for Life. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. C'était devant le garage, c'était devant notre garage. Je veux dire, j'étais dans le quartier. Dans le fond, là, on était des petits culs, ok? Tu sais, c'était l'âge parce que, bon, il y avait moi, Kirby, Davidson, Jason, Rapi, Paté, nos quatre. Fait que Kirby et moi, on est nés sur la rue. Shout out Cube, on a grandi là. Après ça, ben, les autres, Jason et Davidson sont venus habiter peu de temps après. Puis à partir de là, c'est eux qui m'ont amené, Jeff est venu, eux, ils avaient déjà commencé à jouer au basket. Fait que dans le fond, ils jouaient. Puis une fois, ils sont venus sur mon balcon, puis ils avaient toutes des médailles. Des Jeux de Montréal, tout ça et tout. Puis j'étais comme, ils ont des médailles. Puis ça m'avait vraiment comme, ça m'a fait de quoi, en fait. J'étais comme, parce qu'on était ensemble, on était toujours ensemble. Puis là, eux, ils avaient des médailles, puis pas moi. Puis là, ils m'ont dit, ouais, on joue au basket à Montcalm, et tout, à Marie-Rivier aussi, les mardis, les vendredis à Montcalm et tout. Et qu'à un moment donné, ils m'ont dit de venir, j'ai dit, ouais, je vais avoir le temps. Puis à un moment donné, Jeff est venu sur la rue, comme je te dis, il était ami avec les gars, juste à côté de chez nous. Puis il m'a vu, puis il était comme c'est qui ce jeune-là. Puis mes frères étaient là, c'est comme, ça c'est notre petit frère et tout, tu sais, les grands frères, ils vont toujours pour te vendre et tout. Ils m'ont dit, à quel âge? Comme, il y a 9, 10 ans à l'époque, je pense j'étais plus jeune. Puis c'est ça, il m'a dit, ok, ben on a une pratique tel jour. Fait que dans le fond, je devais aller à la pratique, mais cette semaine-là, je me suis battu à l'école, puis j'ai pété mon pouce. Fait que je suis venu là, comme la demi-saison d'après, puis à partir de là, je suis venu, c'était ça. Ouais, on a gagné les Jeux de Montréal. Après ça, l'année d'après, on est rentré mini, on a joué dans la NBA. Mais tu sais, on jouait. Je peux pas te dire que je comprenais le basket en tant que tel, mais l'instinct qu'on avait faisait en sorte que tu sais, les gars, ils ont été capables de sortir quelque chose en nous que très peu de personnes à cette époque-là, surtout, auraient pu aller chercher. En tout cas, pas nos profs de l'époque. En tout cas, moi, personnellement, surtout pas mes profs de l'époque. Le message semble t'avoir ému aussi, en le lisant. Ben oui, c'est chaud, parce que c'est clair et net qu'on a passé beaucoup de choses ensemble. Je veux dire, ouais, on a passé beaucoup de moments, là, de toutes les façons, que ça soit des moments victorieux, que ça soit les fois où on a pleuré, les fois où on a, tu sais, c'est ça, ouais. Puis d'ailleurs, quand j'ai parlé à Jeff pour ce message-là, moi, j'ai été fasciné, puis ça parle de comment les gens, des individus qui sont
ont un caring précieux pour les personnes. Je lui ai demandé en quelle année t'étais né. Et ça a pris 2 secondes, hein. Il m'a non seulement donné l'année, mais il m'a donné ta date de naissance. Puis on est plusieurs années plus tard, puis il était capable de se souvenir que tu étais né un 21. Un 21, puis là, je vais pas te donner ta date au complet, mais moi, ça me fascine comment les coachs qui care pour ça, ça va bien au-delà du sport, finalement. Puis il se souvenait du fait que c'est l'histoire que lui me racontait. Les gars choisissaient leur numéro de jersey en fonction de la rue sur laquelle ils habitaient ou l'avenue, parce qu'à Saint-Michel, il y a plusieurs avenues. Ouais. Mais que toi, t'avais pas la 21e, je pense, donc t'as choisi ta date de naissance. Ouais, parce qu'on habitait sur la 2. Mais dans le fond, la 2, parce que dans le fond, les jerseys avant, c'était pour toutes les catégories. Puis le numéro 2, c'était Kirby. Exact. Kirby. Puis Kirby, lui, c'est quand même, c'était déjà, dès un jeune âge, il était déjà parmi les anciens, mais il a commencé à agir jeune. Kirby Magloire qu'on salue. Kirby Magloire, shout out Kirby Magloire, Q, mon bro. Tu comprends, mon big homie. Lui avait déjà commencé à jouer. Fait que lui, le numéro 2, on s'était jamais, il y a jamais eu de débat. C'était son numéro. Ouais, he was the king, yeah, exact. Comme, personne n'a dit, oh, moi, j'aimerais ça comme, il y a jamais eu de débat à savoir qui va porter le 2. Fait que moi, le 2, j'ai toujours fait comme, je savais que c'était à Kirby. Mais le 21, c'était à une époque où est-ce que, non seulement je suis né un 21, mais le fait aussi que j'aimais les joueurs qui étaient numéro 21. J'aimais beaucoup Kevin Garnett. Puis Tim Duncan. Mais même avant ça, j'aimais Dominique Wilkins. Tu comprends? Parce que t'es un historien, fait que tu vas dans le passé, toi aussi. Ben, les premières cassettes de basket que j'ai regardées, c'était des concours de dunk que notre grand frère de baptême, fait que notre grand frère de baptême était déjà, je pense, un adolescent à la fin des années 80, au début 90. Fait que lui, il y avait des cassettes où est-ce qu'il y avait, Spud Webb, Dominique Wilkins, Michael Jordan, tout ça. Donc, c'est là que c'est venu. Tantôt, t'as fait une énumération de tes anciens coéquipiers. T'as dit Kirby, t'as dit Davidson, t'as dit Jason, Paté, R.I.P. T'as continué. Puis j'aimerais mentionner ça parce que ça peut sembler une évidence de faire référence à une personne qui est décédée, donc Jason aussi que je salue. Puis pour moi, ça évoque toujours à quel point l'environnement d'une personne a un impact significatif, peut avoir un impact significatif sur son parcours de vie. Puis, toi, t'as fréquenté, t'as grandi dans le quartier Saint-Michel, si je ne me trompe pas, t'as pas fréquenté l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Oui, je l'ai fréquenté. Tu l'as fréquenté de quelles années à quelles années? 1 à 3. 1 à 3. Ouais. Ok, je pensais que t'étais allé au collège français. Peut-être que oui, j'étais au collège français. Ok. Ils m'ont mis dehors. Ah bon, c'est ça. S'il est encore là, le directeur. T'étais au secondaire? J'ai fait mon primaire. En fait, tu vois, pour te dire, j'ai fait tout mon primaire au collège français. Puis en secondaire 1, ils m'ont mis dehors. OK. Alors, avant d'aller à Louis-Joseph Papineau, parce qu'on a parlé beaucoup de l'école durant ce podcast-ci. Puis l'hypothèse que je fais, c'est que les milieux scolaires, surtout les milieux en général, mais souvent les collèges privés, reproduisent des manières de faire qui encadrent les jeunes de manière à ce que les jeunes puissent pas justement s'épanouir. Sans connaître l'histoire particulière de l'expulsion, je pense que chaque jeune doit se responsabiliser. Ça me revient tout le temps comment Impa s'est fait mettre dehors de Jean-Eudes et il en a parlé. On avait Nadé qui est venue ici puis elle a parlé de comment elle s'est fait mettre dehors de différentes écoles. Puis t'arrives ici puis on est au 5e épisode puis tu me dis quelque chose qui est le même pattern. Je suis convaincu que tu as quelque chose à dire sur le système scolaire qui engendre ces conséquences-là. Ben, écoute, bon, qu'est-ce que j'ai quelque chose à dire? Moi, ça vient, encore une fois, ça vient du fait qu'on remet pas en question, tu sais, on remet pas en question les bases, ou la fondation de comment on enseigne, de ce qu'on enseigne. Tu sais, on remet pas ces choses-là en question. Fait que le problème que j'ai, moi, ici, c'est qu'on vit trop dans des dogmes. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? On vit dans des dogmes où est-ce qu'on peut rien remettre en question. C'est-à-dire, puis encore une fois, tu sais, je veux pas paraître pour celui qui remet tout en question, mais c'est ça, je pense que... Tu dis que tu veux pas paraître pour celui qui remet tout en question. Et pourquoi pas? Ben, parce que je pense que il faut que les gens se permettent de remettre certaines choses en question, ça va venir d'eux-mêmes aussi. Je comprends. Tu vois, mais sinon, par rapport au système éducatif, c'est sûr et certain que
Il y a des choses à revoir, il y a des choses à refaire, il y a... Bon, écoute, est-ce que j'ai déjà été un petit peu tannant? Bien sûr, mais est-ce que est-ce qu'il y a... Tu sais, déjà, le fait que quand on va à l'école privée, bon, veut pas, nous, les Haïtiens, les parents, quand même, pour l'éducation, ils sont prêts à, même s'ils n'ont pas nécessairement... Ils sacrifient beaucoup. Ils sacrifient beaucoup, tu comprends? Puis mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour payer mes études et tout. Sauf que j'ai pas... je trouve pas que, tu sais, avoir fait 6 ans... Tu sais, avoir fait 6 ans de première année à 6e année, en secondaire 1, tu me mets dehors en octobre. C'est sûr que c'est un problème. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu me mets dehors en octobre ou même fin septembre. Puis Nadé, ce qu'elle parlait, Nadé, durant sa présence ici, elle parlait du fait que les dossiers ils accumulent une historique passée. Donc, ils sont pas capables de voir l'humain qui est devant. Ils accumulent un dossier qui se passe d'une autre personne. Donc, même avant de t'avoir rencontré, ils ont une pile de qu'est-ce qu'ils se racontent sur l'humain, alors qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont responsables, en fait, de soutenir l'épanouissement de la personne. Moi, c'est un peu ce que j'entends dans ton histoire. C'est inacceptable qu'une école mette dehors un élève au mois d'octobre en secondaire 1. Ben, c'est mon opinion. Oui, c'est vrai, c'est clair et net, c'est inacceptable, je veux dire, mais ça se fait, c'est beaucoup plus commun que tu peux imaginer, c'est très non, commun. mais je l'imagine, et je trouve ça inacceptable, même si c'est commun. C'est commun, je veux dire, mais je pense que là, maintenant aussi, là, ouais, je pense qu'on peut bien avoir nos écoles, on peut bien avoir des endroits où est-ce qu'on va pouvoir enseigner à nos enfants les sciences, l'histoire, les mathématiques. Je pense qu'on peut se responsabiliser par rapport à ça aussi. Et quand tu dis on, tu parles de? Oh, la communauté noire, je pense que, ouais, on mérite d'avoir une bâtisse où est-ce qu'on peut se regrouper puis avoir ce système éducatif. On n'a même pas ça. Je veux dire, ça, un centre communautaire, mais quand je dis un centre communautaire, plus comme un hub culturel, on n'a pas ça non plus. Les endroits qu'on avait, que ça soit des endroits historiques, sont détruits. Donc, comme le Black United Church dans la petite Bourgogne, par exemple. Union United Church, il est encore debout, encore debout. Mais c'est menacé, exactement. L'NCC, excuse-moi. L'NCC, ouais, tu comprends. Donc, je pense que on se doit, parce que, surtout pour les personnes comme nous, peut-être sont passées dans ce système-là. Bon, moi, je sais pas pour toi, mais moi, personnellement, j'ai toujours eu de la misère avec les profs que j'avais, dans le sens que ils faisaient juste jeter leur dévolu. Bon, je veux pas généraliser, mais en grande partie. Est-ce que j'ai déjà été un élève tannant? Bien sûr, mais je pense qu'un élève tannant, je pense que c'est tout ce qu'il y a de normal. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le fait que j'ai toujours été un élève, une personne en général, une élève qui était dans un format d'obéissance plutôt. Donc, j'ai jamais eu cet enjeu-là. Donc, je fitais le moule qui était présent, mais je voyais autour de moi comment j'ai 2 frères, comment c'est moins facile. Je voyais autour de moi un ensemble de situations chez des amis où ça fonctionnait pas. C'est plus tard que j'ai réalisé que oui, le jeune a une responsabilité. Oui, on peut supposer que peu importe la couleur, peu importe les origines, il y a des situations qui affectent n'importe quel jeune et que les milieux scolaires ont des responsabilités. Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que oui, la question de la culture noire, des communautés noires, est un facteur qui est incompris profondément dans le contexte scolaire. Et donc, c'est là où je te rejoins à 100% sur la pertinence de trouver des espaces où la culture et la richesse des communautés noires est célébrée. Et des endroits comme Howard aux États-Unis, par exemple. Ouais, des HBCUs et tout. Je me dis, ouais, c'est clair et net. Mais encore une fois, ces genres de projets-là doivent venir de nous. Tu comprends? Tout à fait. Bon, je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont des acteurs sur la scène. Je veux dire, puis quand je dis communauté noire, on sait que la communauté noire est pas monolithique. Je veux dire, on sait que on n'est pas homogène. Excuse-moi, je l'ai dit en anglais, c'est un anglicisme. Là, on n'est pas homogène, mais je pense qu'on doit vouloir ce genre de choses-là pour nous-mêmes, tu vois. Puis à l'inverse, parce que je voudrais pas l'oublier, puis je savais pas que tu avais fréquenté l'école secondaire Louis-Jo. Mm-hmm. Mais je pense que c'est important de le nommer parce que là, on parle de qu'est-ce qu'on veut, puis il y a des situations qui sont absolument terribles. Moi, je connais le Louis-Jo de par le fait que les Monarques, c'est l'endroit où ils ont historiquement eu leur pratique, exactement. Les pratiques, les matchs avaient lieu là. Mais c'est une école sans fenêtre. Mm-hmm. T'as pas la vérité. En fait, t'as certainement pas l'expérience de tout le monde en toi, mais t'as certainement une réflexion sur l'effet que ça peut avoir de fréquenter une école sans fenêtre. Sans fenêtre. Bon, à l'époque, il y avait pas de fenêtre, il y avait pas de récréation. Il y avait juste une pause de 5 minutes entre les cours, puis il y avait le lunch. Il y avait des
les retenues avant, parce que comme on a commencé un petit peu plus tard, il y avait des retenues avant, retenues On en après. rit, mais c'est pas, on rit jour dans ce moment, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, sauf que c'était la réalité. Je veux dire, tu rentres là à 9h, puis t'en ressors à midi, tu dois aller dans lunch, tu reviens à 1h, t'en ressors à 4h. Fait que tu fais 6 heures de temps par jour dans un endroit où est-ce que y a pas de fenêtre, les murs sont gris, puis c'est ça. Je pense que c'est pas... C'est ça, je veux dire, le soleil, c'est l'élément essentiel là, pour la vie sur Terre. Fait que, tu sais, faire des journées sans recevoir du soleil. Bon, peut-être tu pourrais avoir la chance, t'as une classe parce qu'il y a un petit rectangle, puis il y a 2-3 rayons qui rentrent. Sinon, en général, il n'y a pas de fenêtre, là. Hmm. C'est toutes ces choses-là qu'on dit qu'il faut remettre en question. En plus, il y a même pas longtemps de ça, un de mes anciens profs de gym, Monsieur Whiting, avait fait une vidéo pour dire comme quoi, même le plafond. Tout à fait. Là, Ben, la moisissure, c'est une la vidéo qui a été moisissure, virale sur YouTube. Tout à fait. Fait que Monsieur C'est sur Whiting le gouvernement libéral qui était présent. Et ouais, exactement. Mais il n'y a pas eu grand-chose de fait, à ma connaissance. Je pense sais pas non plus ouais, comment exact. ça s'est passé. Je sais pas. C'est juste que, tu sais, ça, lui, le Monsieur Whiting, il parle des trucs que, moi, j'étais un élève là, au début des années 2000, c'était le même plafond. Ma nièce a été après moi dans les années 2010, etc. C'était le même plafond. Mon frère était là avant ça, dans les années 90, c'était le même plafond. Ouais, c'est un plafond qui est terrible, Mes terrible, cousines terrible. étaient là avant ça, dans les années 90, c'était le même plafond. Tu sais, nous, tout le temps que je te parle, Monarque, tout ça, c'est le même plafond. Tout à fait. Je me souviens très bien de Tu ça. comprends? Donc, par souci de précision, je sais pas si aujourd'hui c'est encore le même plafond, mais tout l'historique que moi j'ai vu pendant, C'était le même c'est plafond. le même plafond. Puis maintenant, quand tu vois ça, tu sais, c'est comme les enfants, les jeunes, c'est les jeunes du quartier, c'est des jeunes que les personnes qui gouvernent, bon, on va pas toujours mettre la responsabilité sur le gouvernement, mais les personnes qui sont en charge, plutôt on va dire, de ces jeunes-là, est-ce qu'ils voient ça, est-ce qu'ils sont conscients que ces jeunes-là, ils respirent? Tu sais, il y a plein d'écoles qui sont fermées pour moisissure à Montréal, hein. Ben, à moins, moi, j'ai cette conviction-là. Une qui a été détruite Ouais. à Montréal, puis ils l'ont Tout à fait. reconstruit, là, à Saint-Michel, je veux dire. Ben, moi, j'ai cette conviction-là, sachant que un ensemble de politiciens envoient leurs enfants à l'école privée et non à l'école publique, dans des milieux où ce serait intolérable et inacceptable que l'école soit dans un état comme celui-là. Le moindrement qu'il y aurait des problématiques comme celle-là, ça ne prendrait pas de temps qu'on les répare. Il y a un laxisme qui tient du fait que people just don't care. Mais tu penses que c'est dû à quoi, the fact that people don't care? Because the specific reason, people don't care parce qu'ils savent qu'ils habitent dans ces coins-là, ils savent que... Tout à fait. Tu comprends? Puis moi, c'est là que ma question revient aussi, peut-être propre à nous en tant que communauté, parce qu'on est quand même divers, puis on est un petit peu partout de l'île. Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Je veux dire... Dans ce que tu dis depuis en fait, tu le mentionnes de différentes manières. Je pense que tu invites à une responsabilisation et tu invites à une mobilisation des communautés noires au service de leur émancipation. Entre autres, je dis entre autres parce qu'il n'y a pas nécessairement une seule réponse ou une bonne réponse et c'est pas nécessairement moi qui a la réponse. Je dis entre autres parce que tout ce que tu as nommé là, c'est toutes des choses qui sont essentielles. Mais moi, je parle aussi, c'est beaucoup par rapport aux enfants, les enfants qui vont grandir. Pour que pour pas que les enfants répètent des cycles comme nous, tu sais, veux pas, je sais que peut-être en ce moment, bon, je sais pas qu'est-ce que les gens vont considérer jeunes ou vieux, mais il y a pas longtemps, on était au primaire, là. Beaucoup moins longtemps qu'on pense, quoi. Mm-hmm. Beaucoup moins longtemps qu'on peut imaginer, puis je vois, j'ai des neveux, nièces et tout, puis il y a pas grand-chose qui a changé. C'est plus ça, puis je me dis, est-ce que nous, on doit attendre que ça change ou est-ce qu'on doit se prendre en main? Parce qu'en même temps, oui, c'est vrai que bon, les gens veulent que ça change, mais tu peux pas forcer du monde à changer. Ben, en fait, moi, ce que je retiens dans ce que tu nommes, c'est que les changements qu'on veut vont dépendre de le changement en fait, la situation qu'on regarde. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il risque d'y avoir un ensemble de combinaisons de changements nécessaires pour une société qui est libre et émancipée. Et donc, il y a autant des aspects qui proviennent de challenger les pouvoirs établis que de dire, ben, on crée des organes qui sont des organes qui nous permettent de nous émanciper. Dynastie est un exemple. C'est-à-dire que quand on entend Carla Beauvais, que je salue d'ailleurs, shout-out à Carla, Carla Beauvais qui dit, ben écoutez, c'est assez de dire qu'on n'est pas dans l'espace médiatique, c'est assez de dire qu'on n'est pas dans les prix, on n'est pas dans le gratis, on n'est pas dans ces prix-là, on n'est pas dans les Gémeaux.
créons quelque chose où on se valorise, créons quelque chose qui il n'est même pas à l'exclusion, parce que toute cette conversation-là n'est même pas à l'exclusion des autres. Créons notre richesse, célébrons notre richesse, et les autres sont invités à venir voir qu'est-ce qu'on fait. Mais ça prend ces éléments-là. Donc, c'est un exemple à très petite échelle, mais quelque chose qui est nécessaire. Puis moi, je l'ai vu par rapport au Gala Dynastie, quand les gens ils gagnent des prix, les gens comme Pierre-Yves Lard, par exemple, qui sont dans l'espace public depuis des années, les gens comme Karim Ouellet, qui ont jamais gagné de prix, puis qui arrivent à Dynastie. En fait, Karim Ouellet, quand il a gagné un prix au Gala Dynastie, n'avait jamais gagné un prix, là, je me souviens plus du nom du prix québécois, parce que bon, c'est dans l'espace musical, et c'est ce qu'il a dit sur le stage quand il a gagné. Pourtant, je le voyais toujours dans la scène médiatique et tout, je le voyais dans les... Donc... Mais tu vois, encore une fois, là, pas pour te couper la parole, mais tu sais, ça m'amène aussi à voir ça comme... Mais ça en dit pas long, le fait que ces gars-là sont... Comme si un gars comme Pierre-Yves Lard a jamais rien gagné, là, je veux dire, dans... Que ça, ouais. dans... Pour être exact, Pierre-Yves Lard, je suis pas sûr... Pierre-Yves Lard... Pas jamais, mais pour dire comme si des gars comme Pierre... Parce que Pierre-Yves Lard, Karim Ouellet, c'est les personnes qu'on considère qui sont ceux qui sont acceptés. 100%. Tu comprends? Donc, si maintenant, on va dire un gars comme moi, ou, tu sais, je prends l'enfant que j'étais, là, qui joue au basket, puis, samedi matin, on a une game à beaucoup. Si je me lève un samedi matin, puis je vois Pierre-Yves Lard à la télé, pour moi, Pierre-Yves Lard a atteint un niveau. Il est dans des espaces où est-ce que, comme lui, c'est acceptable, je veux dire, ça va, ses talents, ça va avec ses talents, ça va avec, tu sais, ça va avec, pas juste le fait Pierre-Yves Lard, mais Pierre-Yves Lard a des skills qui font en sorte que, il est dans cet espace-là parce qu'on l'accepte à cause de ses skills. Puis si jamais, je veux dire, on fait une évaluation, on regarde les statistiques, si c'est lui qui a gagné, bon, on va le donner comme il est dans l'espace. Mais là, j'ai plus l'impression que ça reste à l'échelle de la représentativité. On est très, très loin d'une appartenance, collectivement, je parle. On est très, très loin d'une appartenance qui est de l'ordre de qu'est-ce que moi je souhaite, en fait. Puis pour naviguer dans plusieurs espaces médiatiques plus mainstream, c'est loin d'être gagné, là. Puis c'est loin d'être une évidence. Mais est-ce que même le but, c'est de gagner? Est-ce que même le but... Parce que, tu sais, je dis ça parce que souvent, je vois des débats où est-ce que, tu sais, les gens... Tu sais, je sais que la représentation, c'est très important d'être représenté, mais des fois, je me dis comme... C'est ça, est-ce que... Comme moi, personnellement, ça m'est jamais passé par l'esprit de vouloir passer à TQS, par exemple. Tu vois, je te donne un exemple. TQS qui est devenu V, qui est devenu nouveau. Exemple, bon, tu vois, V, bon, moi, je savais pas que nouveau, il y a plus de V. C'est devenu, TQS est devenu V, puis est devenu nouveau. Ok, bon, ça, c'est une chose, tu comprends? Est-ce que maintenant, est-ce que vraiment on voudrait forcer, j'allais encore dire TQS, est-ce qu'on voudrait, par exemple, forcer nouveau à prendre position ou à essayer de poser des actions à cause du retard qu'ils ont ou bien à cause de la compréhension des choses qu'ils ont? Ouais, ben c'est là où moi ce que je crois, c'est que si on regarde les enjeux que nous vivons collectivement à l'échelle planétaire, pas juste les humains, mais tous les êtres, qu'il y a une multitude de façons de répondre aux défis qui nous interpellent, et ça passe. En fait, il y a l'expression il y a pas de silver bullet, hein. Il y a pas une balle qui va tirer sur une cible puis qui va tout régler les enjeux. Puis, il y a l'expression qu'on dit death by a thousand cuts, qui est comment, en fait, à plein de niveaux différents, on va faire une multitude de choses différentes qui vont atteindre l'objectif. Donc, la mort par une 1000 coupures, c'est que finalement, il y a tellement de choses différentes à faire pour arriver à qu'est-ce qu'on veut arriver, qui concerne une construction des communautés noires, mais qui concerne aussi l'appartenance aux autres communautés et qui concerne ce qu'on a à faire comme humains au service de la planète. Parce que quand on prend un vaisseau spatial puis qu'on regarde la Terre de haut, ça inclut nos histoires, mais ça inclut justement toute la grandeur de l'univers, tu sais. Et c'est là où moi je pense que j'ai pas de réponse à ce que tu dis, plus que de dire que c'est en parallèle des milliers de choses différentes à faire pour arriver à quelque chose qui est très difficile à faire parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ce qu'on souhaite avoir. Fait que et moi je pense que c'est là où on est dans une perspective où c'est important de dire qu'on est dans une chose et l'autre et pas une chose ou l'autre. Puis moi je sais que c'est le travail que je souhaite faire de dire ben je suis autant dans ma communauté.
et là, je parle de ma communauté, la communauté haïtienne, mais il y a les communautés noires, mais je suis autre chose, je suis un Montréalais, je suis un Canadien, etc., etc., je suis un humain, je suis un être vivant, et tout ça ensemble est un tout, et j'essaie de ne pas exclure, en fait, l'un par rapport à l'autre. C'est éminemment complexe, en fait, comme réflexion. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, tu sais, il y a plusieurs couches dans la réflexion. C'est vrai. C'est comme tu dis, on est, tu sais, on a multiples identités. Puis, moi, je pense que le problème qui arrive ici, le problème qui surgit, c'est que les gens, bon, je pense qu'il y a une déconnexion qui se fait au niveau de, c'est ça, il y a les couches sociétales. Puis, la déconnexion est tellement flagrante qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis moi, qu'est-ce que j'ai peur, en fait? J'ai peur que, à l'intérieur de la communauté ou nos communautés noires, on réplique, bon, pas on réplique, mais j'ai peur qu'en fait, on utilise la même structure, en fait. J'ai peur on se hiérarchise de la même façon que tu sais, j'ai peur qu'on se hiérarchise, j'ai peur que on soit modelé après ces systèmes d'oppression-là qui sont vis-à-vis de nous, en fait. Je pense que c'est une vigilance importante à maintenir. Parce que des fois, je me dis, tu sais, par exemple, des fois, je me dis comme ça, c'est bien d'avoir des plans dans la communauté, c'est bien pour nous, tu sais, surtout, tu sais, on fait cette jazz-là, toi puis moi, c'est très important. J'espère que les gens ailleurs font cette jazz-là hors honte, j'espère qu'ils sont chez eux, parce que des fois, je me dis, est-ce que toujours on veut que ce soit du monde qui parle en notre nom? Des fois, on va dire, les gens vont parler en notre nom, mais ils nous côtoient pas. Tu sais, ils nous côtoient pas, ils savent pas on est qui, ils savent pas qu'est-ce qu'on mange, ils savent pas comment on pense, mais par contre, ils veulent aller en avant-plan puis dire, oh oui, 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 ils vont parler en notre nom. Donc là, je pense que ça encore, ça démontre une déconnexion. Je sais pas si c'est un vestige, c'est quelque chose qui nous affecte, mais je me rends compte que parallèlement, il y a une déconnexion qui se fait ici par rapport à la gouvernance et encore une fois, à juste à côté, il y a nous dans notre situation, dans notre sort. Je pense qu'on a assez d'outils, on a assez de personnes, on a assez de ressources pour se prendre en main. Mais encore une fois, je sais pas si, parce que la raison pourquoi je parle de hiérarchie, c'est que tout le monde n'a pas le même levier. Et je sais pas si les personnes qui ont un levier, et je veux pas nommer de nom, je veux pas non plus, tu sais, je suis pas là pour, tu sais, je renvoie pas des points, je parle en général. Ouais. Je sais pas si les personnes qui sont en place, qui ont une position de levier veulent nécessairement, ou pas veulent, mais est-ce qu'ils ont la force, le courage de dire, regarde, ça suffit, puis on va faire changer les choses. Parce que des fois, à un moment donné aussi, bon, je vais utiliser ce terme-là, il faut faire violence, il faut se faire violence, tu comprends? Violence dans le sens, peut-être pas dans le sens propre, là. Ben, mais... en fait, une notion qui me vient à l'esprit, c'est la notion, moi, ce que j'entends, ce que tu nommes, c'est la notion de privilège, responsabilité. C'est très simple. Je pense que j'en ai peut-être déjà parlé durant le podcast, mais les responsabilités d'une personne sont en fonction de son privilège. Du moment où tu as des privilèges, est-ce que tu assumes tes responsabilités? Si tu les assumes pas, ben, tu parasites. Et ça, c'est un enjeu. Moi, c'est la manière dont je fais du sens de qu'est-ce que tu nommes, en fait. Ouais, ben c'est sûr que le mot privilège aussi est très relatif, non, mais c'est vrai. Oui, puis je parle pas privilège au sens, on pourrait dire pouvoir, puis ce serait similaire, en fait, comme réflexion. Capacité, privilège. Exactement. Oui, non, j'ai compris. Exactement. Tu t'inscris dans une lignée d'historiens, d'auteurs, d'éducateurs comme Dorothy Williams, Charmaine Nelson, qui te précèdent et qui sont encore là. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui sont encore là et qui vont te succéder? C'est un bâton, je veux dire, c'est ça, venez chercher le bâton. C'est un bâton, et le bâton, il faut que ça se présente. Présentez-vous, ayez pas peur de rechercher qui vous êtes, ayez pas peur d'aller au fond des choses, ayez pas peur de... Présentez-vous, faut se présenter, je veux dire, Dorothy Williams, Charmaine Nelson, Webster, Paul Femu Brown, David Austin, Frank Mackey, c'est ça, ils sont là, ils sont présents, puis ils ont des œuvres, des ouvrages qui donnent des pistes. Puis j'espère que les générations à venir vont prendre ces ouvrages-là, vont tenir compte de ces ouvrages-là pour se positionner dans le contexte social dans lequel ils se trouvent et aussi le comprendre de façon à poser des actions concrètes qui vont les permettre, peut-être pas nécessairement de s'émanciper, mais au moins d'avoir une forme d'émancipation en soi et de s'enligner vers quelque chose de concret, de positif. Ouais. Donc, j'espère. Donc, c'est ça. Donc, je veux dire, il y en aura plein d'autres comme moi, Webster, Charmaine Nelson. Eux vont trouver encore plus des nouvelles choses que nous, on n'a pas su trouver et tout. Donc, ouais, allez-y. Let's go. Sky's the limit. En terminant,
En fait, question en terminant, est-ce que tu as un projet de... What's next? Est-ce que tu as un projet de livre, d'un ouvrage éducatif tangible qu'on va pouvoir, pas consommer, mais qu'on va pouvoir utiliser? J'aimerais bien, je veux dire, what's next? Pour l'instant, j'aimerais ça continuer d'avancer avec les visites. Okay. Je vais avoir d'autres parcours, donc c'est clair et net que j'aimerais ça travailler avec d'autres personnes aussi. Donc les gens que ça intéresse de travailler, etc. Holla at me. Excuse-moi. Sinon, c'est ça, j'essaie de avoir différents quartiers qui vont pouvoir avoir, où est-ce qu'on va pouvoir faire les parcours, des petits parcours, relater un peu l'historique de ces parcours, relater un peu pour que les communautés se rejoignent un peu, la communauté noire. Parce que tu sais, moi, exemple, moi je suis issu de la communauté haïtienne. Mais la communauté haïtienne a un apport dans la communauté noire montréalaise. Je pense que c'est un apport important, c'est un apport qui est historique. Et c'est ça. Je pense que je vais continuer à essayer d'élargir les horizons, essayer de faire partie de la solution. Comme on est dans ce bateau-là, tu comprends, quote unquote. Donc, c'est ça. Un énorme merci, Rito. Merci à toi d'avoir reçu. Un gros talk. Yes, gros talk. J'apprécie vraiment, puis j'ai hâte qu'on ait l'occasion de continuer la conversation, possiblement encore en ondes, mais sûrement hors d'ondes. Tout à fait. Puis vraiment, je suis honoré d'avoir eu cette conversation-là avec toi. Et un cadeau que j'ai envie de t'offrir. Cadeau qui est une gracieuseté de Gabriela Quinte-Garbo de la librairie Racine. C'est le livre Who's Who of Jazz in Montreal de John Gilmore. Donc, je vais le montrer à l'écran. C'est un livre, je ne sais pas s'il est encore en édition, un livre usagé, mais qui certainement contient de l'information. Et quand j'ai demandé à Gabriela quel livre serait un livre qui te plairait probablement, elle a pensé à celui-ci en présumant que ces recherches-là dont tu parles vont être enrichies par ce livre-là. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci à toi, merci à Gabriela. Je veux dire, merci. Je veux dire, ouais, en plus, je pense que je l'avais déjà feuilleté dans sa librairie, donc à la librairie Racine. Merci beaucoup. Now it's yours. Thank you very much, man. You know, hopefully we can find some gems in that. Et encore merci, Rito. Merci à Élise. Merci, Sean. Merci, Nzenga. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés et merci aux gens qui vont nous écouter. À la prochaine. Trust you,